La réalisatrice de It's a Beautiful Day a un truc avec les enfances difficiles. Entre We Need to Talk About Kevin et Ratcatcher, on isole chez elle une certaine obsession à construire des personnages de gosses déchirés. It's a Beautiful Day pourrait se résumer à un scénar classique d'homme de main brutale qui va défendre une gamine en fugue chopée par des réseaux de prostitution. L'homme de main, c'est Joaquin Phoenix, gonflé à la Javier Bardem. Joaquin Phoenix, c'est un de ces acteurs quand on veut faire des films qu'on a envie de faire tourner. Le type est le genre possédé par ses rôles et qui crève l'écran. Entre ce scénar prévisible porté par un acteur incroyable et cette histoire convenue, on a rapidement l'impression d'être venu un peu pour rien. C'est toujours captivant d'être devant une performance maîtrisée, mais si le reste ne suit pas, ça paraît assez vite et ça fait souvent dire que l'acteur surjoue. Ce que je ne pense pas être le cas. Mais si on en reste aux thématiques de la réalisatrice, on comprend vite que le sujet, c'est bien toujours les enfances difficiles. Ici, celle d'un gosse dont le père ultra-violent tabassait la mère dont il s'occupe toujours et défonçait toute la confiance qu'un gamin a besoin de construire avec les adultes pour en devenir un à peu près sain d'esprit. Parce que Joe, le personnage de Joaquin Phoenix, n'est pas ce qu'on peut appeler quelqu'un de stable. Il est brutal et son accointance avec les marteaux lui vient de son père. Tout est construit à travers des dispositifs qui peuvent facilement rappeler Spider de Cronenberg. Lorsque le passé s'insinue dans le présent, il est dans la même pièce ou invoqué à travers la répétition de gestes passé-présent qui créent un écho. Joe est prisonnier de ses souvenirs, son corps est celui de son père auquel la réalisatrice ne donnera jamais de visage. Il est cette masse terrible de rage qu'il dirige comme pour l'exorciser vers une justice des faibles contre les forts. Celle qu'il défend, c'est une adolescente fugueuse, paumée, qui se retrouve à être sauvée par la fureur. Ce qui aura évidemment des effets dans l'histoire. Vu sous cet angle, le film est une réussite. Toute la mise en scène souligne ses idées. C'est d'ailleurs dans ce sens que l'on ne voit jamais les meurtres en dehors du résultat. Tout est hors champ et c'est sidérant de lire de certaines critiques que c'est un objet vulgaire qui veut esthétiser la violence. Au contraire, les cuts se font souvent comme un déroulé de caméras de sécurité. On passe d'un endroit à l'autre, voyant un morceau de l'action, ne voyant plus rien, revenant sur l'action d'un autre angle, toujours avec du hors champ. Parce que pour Joe, ces moments sont instinctifs et donc mécaniques. Il revit les gestes de son père, poussés vers un ailleurs qui les rend d'une certaine façon justes. Il sauve l'idée du père au même titre qu'il essaie de sortir de son propre labyrinthe. Sauf qu'il sait que sa justice n'est pas celle qu'il poursuit moralement. Il en crève et l'une des dernières scènes le dit très bien. Mais avouons qu'elles sont trop rares. Maintenant, quand on voit l'affiche avec l'acteur en bas, à l'air d'animal dangereux sur fond rouge, avec cette grande inscription du Times, le taxi driver du 21e siècle, on est en droit de sentir un peu la merde. Et vraiment, tous les producteurs et distributeurs devraient arrêter pour toutes les affiches ce genre de publicité à la con. C'est tellement une façon de nous prendre pour des cons que nous sommes en droit d'avoir envie de les gifler. Oh, pas la gifle qui démonte, pas la patate de forain popularisée par les vedettes ridicules de YouTube, juste celle qui rappelle la dignité à l'ordre. Pour terminer, en le regardant, vous trouverez peut-être que mes arguments ne tiennent pas. Parce que si vous y allez sans regarder ce que je viens de vous décrire, vous passerez à côté. Le plus gros défaut du film, selon moi, c'est d'avoir voulu mélanger trop de choses en pensant qu'elles s'alimentaient. Mais créer, si ce n'est pas se faire bouffer par l'envie généreuse de donner beaucoup, souvent trop, j'imagine que j'ai rien compris. Petite anecdote avant de finir, Lynn Ramsay, la réalisatrice, travaille ou a travaillé sur une version de Moby Dick dans l'espace dont on n'entend plus beaucoup parler depuis 2013. J'espère vraiment que le projet n'est pas avorté parce que parler des passés qui vous enferment, c'est quand même sacrément sa came. Après un film de vigilante cassé, on passe à un autre. Mais celui-là, ne le cachons pas et disons-le tout de suite, est vraiment mauvais. The Foreigner raconte l'histoire d'un papa fier de sa fille, qu'il perd rapidement dans une explosion due à un nouveau groupe se revendiquant de l'IRA authentique ou véritable. On s'en cogne les glaouis avec des baguettes. Le problème pour les terroristes, c'est que le papa est un ancien des forces spéciales ultra entraîné qui va chercher à se venger. Jackie Chan est dans le film l'incarnation du fantasme américain devenu mythe urbain du Viet Cong ultra dangereux. Sans déconner, si vous êtes fan de MacGyver, le type lui fait les oreilles à la tronçonneuse qu'il aura construite avec 3 branches et un hamster pour moteur. Comme il n'a pas de piste, il va poursuivre les représentants adoubés de l'IRA par l'Angleterre, en particulier le personnage joué par Pierce Brosnan. Lui aussi, une caricature, l'ancien combattant devenu homme politique bancal et infidèle. C'est tellement ridicule que le film joue des accents de comédie avec un Jackie Chan qui répète après chaque explosion, en forme d'avertissement, qu'il veut des noms des responsables. Le problème, c'est que Pierce Brosnan ne les a pas et va commencer à s'apercevoir que tout le monde est en train de le trahir. Le pire dans le film, c'est qu'à la fin, je me suis dit, mais en fait, si Jackie Chan n'était pas là, on aurait la même histoire. Je sais pas comment ils ont réussi à chier tellement qu'on puisse se dire qu'ils ont dû remanier le scénario parce qu'ils avaient un acteur qui permettrait peut-être de mieux vendre. Pourtant, Jackie fait son possible pour être crédible, et en soi, il l'est.
Mais ce qu'il représente est tellement débile que ça peut pas marcher. Hein. Tout est raté, à l'exception de quelques scènes d'action amusantes qui assurent le spectacle. Dans le film, je spoil vraiment pas grand chose. Il y a une explosion de bus. D'un coup, il n'y a plus de musique pompière et on se retrouve sur un plan large dans le silence. C'est comme si le réal s'était dit « Merde, ça craint quand même de faire exploser des trucs dans Londres, on va jouer la carte du respect ». De ridicule, on passe à vulgaire. Génial. En même temps, la première bombe explose un magasin pour robe de balle de gamine. On a mieux fait comme symbole révolutionnaire. Personne n'est respecté dans le film. Des personnages aux situations, on nous pisse dessus pendant presque 2 heures en espérant qu'on va pouvoir avaler comme des moutons. Ce film est une merde et j'aimerais que Martin Campbell s'arrête là. Il aurait dû, après Green Lantern, oui, parce que c'est le même. Un réal de 74 ans qui devrait vraiment utiliser son talent à convaincre des producteurs et des financiers de donner l'argent pour autre chose. N'y allez que si dès que vous avez du temps, vous pointez chez Monsieur Bricolage pour voir les derniers clous en rayon et que votre deuxième passion, c'est la randonnée. Autrement, c'est le moment d'aller faire un tour en poney. Alors, que ça soit dit tout de suite, je suis une brêle dès qu'on parle de sport. Je suis le genre insupportable à avoir un avis sur tout que, comme un connard qui a envie d'avoir raison, je documente de façon obsessionnelle. La première qualité de mes amis, je dois le reconnaître, c'est la patience. Du coup, un film sur la rencontre de 2 grands tennisman, ça me parle comme le dernier exposé d'agriculture au Pakistan. Quoique je pense pouvoir plus en parler. Non, le sport, ça se résume aux soirées où je suis piégé avec des potes fans de quelque chose qui s'extasient devant chaque action réussie et où je bois en faisant des blagues sur des règles que j'ai pas compris. Qui tombe à plat. Même l'e-sport, je vois ça comme une trahison de l'idéal geek que je me suis fait dans un coin de la tête en grandissant. Du coup, je suis allé voir ce film en espérant qu'il soit de l'Acadie, de l'Enfer du Dimanche ou je sais pas, d'un Space Jam, pour hériter ma fermeture d'esprit et avoir envie, même si je le ferai jamais, de sortir sur un terrain pour avoir l'air d'un con. Et ben là-dessus, sachez tout de suite que c'est totalement raté. À part quelques plans, je n'ai pas ressenti l'amour du tennis, une seule seconde. Alors c'est quand même con. Alors vous allez me dire que vu ce que je viens de baver, ça doit avoir un rapport. Sauf que le cinéma, ça passe par des mécaniques que je comprends. Si tu veux porter un sujet, il faut que tu trouves une façon de l'incarner à l'écran. Peu importe le dispositif, il doit nourrir de façon instinctive l'histoire. J'imagine que quand on a fait du tennis, voir un champ contre champ pour 2 joueurs qui se tirent la bourre, ça parle. Mais niveau mise en scène, c'est déjà médiocre pour une discussion, alors pour un combat de 2 mecs qui donnent tout, ça ne va pas te faire te tortiller sur ta chaise. Il y a évidemment 2 ou 3 trucs à sauver, mais ça ne tient pas un film. Donc, première étape d'un film sur le sport, on oublie. Maintenant, c'est aussi un film sur la rencontre de 2 monstres d'obsession qui ne voient comme limite de leur désir que leur propre mort. Ils pensent tennis, ils bouffent tennis et ils se rencontrent comme s'ils avaient enfin trouvé quelqu'un à leur hauteur. Et ça, c'est porté par 2 acteurs qui eux aussi s'investissent entièrement. Shia LaBeouf et Sverrir Gunnarsson, que j'ai certainement mal dit, deviennent assez étranges pour incarner quelque chose qui donnera envie d'aller jusqu'au bout. Je me suis souvent demandé durant le film s'il n'aurait pas été plus intéressant de suivre leur relation qui, historiquement, finira par une de ces amitiés tout de suite évidente. Ça nous arrive forcément un jour d'avoir quelqu'un qui regarde aux mêmes endroits et n'a pas besoin de parler pour qu'on se sente bien. Du coup du film, n'y allez que si vous avez envie de voir de bons acteurs. Pour le reste, faites confiance à vos amis pour continuer à vous décevoir de vous inviter par une sous-truanderie évidente aux bonnes soirées où les couleurs de la télévision semblent rire de la bibliothèque. Ah, quel connard! Après m'être abaissé à la critique hargneuse, j'ai presque envie d'essayer de défendre ce dernier film. Je n'ai pas envie de parler en mal de tout. Selon l'adage, le bon doit forcément sortir de l'engrais nonchalant des trous du cul. Mais les proverbes, c'est comme les cons. Il y en a partout et on a vite fait de se trahir. Je vais lire le pitch trouvé sur Halluciné, il met dans l'ambiance. Silence et écho de salle de théâtre subventionné. Une maison bourgeoise au milieu de nulle part, une cité à 7, une mère et sa fille, 2 amis d'enfance, une disparition, un chantage, la confrontation de 2 mondes. Rien que ça, et on a déjà les odeurs lourdes d'une bourgeoisie qui voudrait s'encanailler avec les bas-fonds. Entendez la révolution des cœurs chauds qui veulent tous s'entendre rire à la tasse du déni et des inégalités. En face, on a le cinéma grivois de droite de clavier qui les enchaîne et nous regarde comme de ridicules concrelins. Oui, tout nous sépare et de gauche et prône quelque part, perdu entre les lignes du mélo et du polar, la tolérance. Sauf que les films français qui veulent créer des ponts avec l'insondable noirceur que croit voir le citoyen moyen dans les quartiers populaires, que de nom, est un fantasme qui se veut loi pour le gauchiste qui a voté Macron. C'est devenu un genre avec ses codes, les petits malfrats toujours au bord de la faillite morale qui survivent en devenant poètes, et les riches pleins d'empathie qui finiront par se battre pour les sauver. Ça serait révéler trop du film, mais il mériterait qu'on fasse la liste de tous les poncifs que ce genre médiocre a accouché. Même la fin en est un.
Je n'ai jamais trouvé le cinéma de Thierry Khalifa audacieux, ou Khalifa, jamais su comment on dit d'ailleurs. Les plans sont honnêtes et aussi inspirés qu'un vieillard qui ne pisse plus devant son pot de chambre. Il essaie cependant, et cela me désole à chaque fois, de trouver du Vauchel largement sous-utilisé dans le cinéma, se cailler le jeu dans des caricatures d'écriture. De toute façon, ce n'est pas le film. Le film, c'est l'amitié entre Catherine Deneuve et son maître chanteur Necfeu. Amitié qui ne prend même pas le temps de la haine. Devant Necfeu, on a les responsables du meurtre de son ami d'enfance. Soit il le détestait, son ami d'enfance, soit c'est un sociopathe, soit le réal a oublié qu'à force d'avaler des couleuvres de téléfilms, on sait quand on les digère. En quelques plans, et avec peine pour le sens du film, les voilà qui s'aiment du regard et s'apprécient entre deux enveloppes de chantage. Tu butes mon ami d'enfance, même si je lui en veux, je deviens pas ton ami, hein. Non, j'ai des principes, merde. Évidemment, la lâcheté viendra des proches et d'une caricature à l'autre, on en viendra à celle des méchants dealers sans âme qui s'écraseront devant le fusil du grand-père qui a dû tirer son dernier coup sur le mode d'emploi. Ce film est triste et les acteurs sont aussi mauvais que l'histoire qui n'y connaît rien. Si c'est de la gauche, c'est celle qui laisse faire en se plaignant que rien ne change. Pas de rencontre au sommet entre deux acteurs pour ce film. Juste l'espoir que Necfeu n'ait pas la carrière de Joe Star parce qu'avouons-le lui, il a un sacré charisme. Sur ce, c'était tous les films que je suis allé voir en espérant que ça vous aura donné envie d'aller les voir pour me contredire dans les commentaires. J'espère que cette formule YouTube vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!